Bonjour les amis, bienvenue dans votre podcast, le podcast qui casse les codes. Moi c'est Franck Azangosu. Et moi, c'est ordinateur et le professeur à l'état civil, c'est Monsieur Bapo et Cédric Kevin. C'est chaud aujourd'hui. Bon, Très bien. ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, on parle aussi de la foi, mais aujourd'hui avec ordinateur, nous allons parler de culture et surtout d'Afrique. Bon, ça te fait quoi d'être champion d'Afrique? Ah, tu connais, hein, toujours un honneur d'être le champion 3 étoiles d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Ah mon gars, bah alors, Ouais. quoi de neuf? Ça va, mon frère, ça va, on est là, on se plaint pas, tu connais, travail toujours. Bon, est-ce que tu peux nous jurer que tu vas nous dire la vérité du début jusqu'à la fin? Du début jusqu'à la fin, la vérité, que la vérité. Bon, mon frère, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui vont te découvrir? Bon, même s'il n'y en a pas beaucoup qui vont te découvrir. T'inquiète pas, ça viendra. Pour les personnes qui me connaissent pas, je suis ordinateur, danseur, chorégraphe. Bon, en gros, je suis un artiste. Je viens de la Côte d'Ivoire et ça fait maintenant 7 ans que je vis en France. Et voilà, je fais de la danse africaine qui s'appelle le coupé-décalé. Voilà, c'est une danse urbaine de Côte d'Ivoire. Et voilà. Pourquoi ordinateur? Pourquoi pas téléphone ou tracteur? Pourquoi ordinateur? Cela vient pas de moi parce que c'est lors d'un battle en Côte d'Ivoire. Okay. Tu sais, depuis que je suis petit, j'ai toujours combattu. Bon, quand je dis combattu, c'est dans la danse, hein, dans le domaine, ouais. Donc, je suis parti dans un quartier, dans un gars qui était le plus fort du quartier, et j'ai demandé qu'on fasse un battle, lui et moi. Et tu l'as tué. Ouais, le battle c'était vraiment coincé, c'était vraiment dur. Et j'ai essayé maintenant de créer un autre système une autre thématique, tu vois, un truc un peu intelligent. Donc, en fait, je reprenais ses mouvements, et je le mettais à ma sauce. Et à chaque fois qu'il m'envoyait une question, moi je répondais. Donc, c'est depuis lors que le public a analysé les mouvements. Il voit que je prends le mouvement du gars et je transforme ça à ma propre manière de danser. Ils ont dit, mais le gars là, il est fou, hein. Et il fait ça directement. Là, c'est pas pour dire qu'il est en train de s'entraîner, il le fait direct. Et depuis là, ils ont commencé à dire, mais toi, t'es un ordinateur, en fait, tu exécutes, en même temps, t'es vraiment, t'es sharp, comme on dit chez nous, quand tu vois. T'es rapide, quoi, tu vois. Donc, depuis là, c'est resté, jusqu'à présent, c'est ordinateur. Moi, je veux savoir, comment ça se passe, ton enfance? Mon enfance, bon, j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans. Et Paix à son âme. Ouais, paix à son âme. J'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans. Après, je suis allé vivre chez ma grand-mère, du côté paternel. Et j'avais ma mère. Après, quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans par là. Après, ma mère s'est remise avec quelqu'un, et qui est mon beau-père. Donc, j'ai commencé à danser parce que bon, j'allais à l'école et je dansais quand j'avais 11 ans, 12 ans. Donc, j'ai commencé à danser. Je dansais dans le quartier, tout ça, quand il y a des matchs de foot, tout ça, des trucs comme ça. Mais moi, ce que je veux aussi savoir, c'est, sans te couper, parce que là, tu vas vers la question que j'allais te poser. Comment c'était la réaction de tes parents quand tu as commencé à danser dans la rue Princesse? Parce que j'ai fait mes enquêtes. Parce que
pour nous les Africains, l'école, c'est le plus important, surtout à l'époque. Mm. Nos parents pouvaient même nous bannir, même nous frapper si on annonçait qu'on allait faire du foot, la musique ou encore la danse. Parce que pour eux, faire ce genre de truc, c'était un échec, même si aujourd'hui les mentalités changent. Ouais. T'es d'accord avec moi ou... Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Okay. Mais en gros, tout ça, ça fait partie de mon enfance. Parce que tout ça, j'ai traversé tout ça, en fait. Donc, le truc, c'est quoi? Comme je t'ai dit, mon enfance, j'ai perdu mon père. Après, je me suis retrouvé chez ma grand-mère. Et là où ma grand-mère habitait, la rue Princesse n'était pas loin. Ok. Donc, tu vois où je veux en venir, tu vois. Voilà. Donc, en fait, quand j'ai commencé à danser, j'ai arrêté de partir à l'école parce que je voulais pas partir à l'école. Je voulais danser. Ok. Tu comprends, je voulais danser. Donc, quand j'allais à l'école, j'ai séché les cours, je voulais même pas partir parce que ça m'énervait. Je suis en classe, même, je suis fâché, je vais pas. Donc, je laisse mon sac. Je vais derrière des amis, on joue à la console, tout ça. Après ça, bon, il y a des podiums de peut-être magie, tu vois, les arômes magie, des trucs comme ça, au Coca-Cola, des trucs comme ça. Ils mettent des podiums avec la musique et tu dois danser. Donc c'est là, je partais faire des battles, mais on me voyait. Ils disaient, ah, mais lui, il va pas à l'école, tout ça, des trucs comme ça, tu vois. Et quand j'arrivais à la maison, on me frappait. Tu vois, on me frappait. Ma mère, on me frappait, mon gars, c'est incroyable. On me frappait, tout ça. Mais, j'ai toujours gardé la foi et je me suis toujours battu pour ce que je voulais. Je voulais danser. Et après, j'ai rencontré des personnes parce que j'étais pas loin de la rue Princesse, je marchais juste peut-être 15 minutes et j'étais à la rue Princesse. Mais pourquoi tu as choisi la danse, la comédie musicale ou la mode? Parce que j'ai encore fait mes enquêtes. C'est quoi le déclic qui t'a poussé vraiment à commencer à danser? C'est qui t'a influencé? Tu sais, dans le showbiz, déjà je vais sur la mode. Le showbiz et la mode, c'est des choses qui vont ensemble. Bien. Voilà. C'est clair. Donc, sincèrement, à dire la vérité, j'ai pas vraiment d'exemple. J'ai pas. Tu t'es relevé comme ça tout seul, boum. Non, en fait, chez moi, d'abord mon grand-père, il est musicien. Mon grand-père est musicien. Bien. Mon oncle est artiste chanteur. Ok. Dans ma famille, ça danse un peu. Ça danse un peu. Bon, moi j'ai commencé à danser comme ça. Hein. Moi j'ai commencé à danser et comme je dis, je suis parti à la rue Princesse. Je commençais à danser. Je venais devant les maquis. Vous connaissez les maquis là? Bien sûr. Voilà, je partais devant les maquis, les personnes qui venaient s'égayer dans ces maquis là. Je venais danser devant eux, ils me donnaient des billets de 10 euros. Bon, on s'y fait quoi. Genre 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. Ah, mon gars, c'était comme une entreprise pour moi. C'était mon entreprise. Au milieu de tout ça, à l'âge de 13 ans, 14 ans, mon gars, j'avais une entreprise. Ça veut dire que je monte le soir au travail. Et le matin, je descends. Tu gagnais bah oui, je monte à 22 heures. À 6 heures, 7 heures, je rentre chez moi. Mais t'avais combien à peu près quand tu rentrais? Ça dépend, ça dépend. Max. Ça dépend. Peut-être je peux rentrer peut-être 150 000, 200 000. Ah bon? Bah oui. 200 000, tout ça. Hein. Parce que j'avais plus de père. Ma mère, c'était mon père et ma mère en même temps. Et moi, j'ai dit, bon, j'ai mes petits, j'ai ma soeur, j'ai mon frère. Bon, il faut que je commence à me battre aussi, tu vois. Donc c'est comme ça. J'ai créé ma société dans la rue Princesse. Je dansais, je faisais rentrer de l'argent jusqu'à j'ai fini me danser de la rue Princesse, tu t'imagines. Ah, bah oui. Parce que lorsque les grandes personnalités venaient dans des maquis là, c'est moi on venait appeler. Ah ouais, il est où le petit ordinateur, il est où là? Je viens, je danse. Mais malgré tout ça, on me frappait toujours à la maison. mais malheureusement, j'ai l'impression qu'en Afrique, on néglige un peu certains métiers que l'homme blanc valorise. Même nos talents, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas valorisés en Afrique, mais ils sont plus valorisés ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ouais. Ça, c'est la vérité. Parce que tu sais, en Afrique, danser, c'est pas un métier. Ouais.
Donc c'est peut-être maintenant les gens commencent à... Les mentalités changent. Exactement. Parce que de notre génération, on essaie vraiment de... Parce que de notre génération, c'est pas ceux qui étaient là avant. Tu vois, on essaie de vraiment imposer cette chose-là. Ici, vraiment, ils prennent ça vraiment avec... ils prennent ça vraiment au sérieux. Ils prennent ça vraiment très au sérieux. Parce que lorsque tu danses en Afrique, les gens ont tendance à se foutre de toi. Tu vois. Parce qu'ils vont t'appeler, ils vont te dire, ah ouais, mon petit, viens danser pour moi. Ils vont te donner quoi, 20 000, 30 000. Mais ici, un blanc qui reconnaît ton talent, qui sait c'est quoi vraiment ce que tu apportes en tant que danseur, mon gars, quand tu arrives comme ça, il te parle de, j'ai besoin de toi pour que tu fasses ça, 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 ça. Et voilà, t'es rémunéré, ça, 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 ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ici, tu gagnes mieux que quand tu es en Afrique. C'est clair. Mais moi, bon, j'aime pas les polémiques, mais là, je vais quand même aimer. Bon, est-ce que c'est vrai que la musique congolaise, ça influence un peu le coupé décalé et la musique en Côte d'Ivoire? Dis la vérité, mon gars. Tu as juré. Hein. Ça influence. Ça, c'était avant. Hein. Maintenant, t'as vu que ça a changé. Beaucoup de choses changent. Ah, ça a changé. Parce que avant, la musique, avant, nous, on a commencé à danser sur les sons de Mbolo. De qui? Comment on appelle ça? Extra Musica. Extra Musica. Ololo. Les trucs comme ça. Ok. Et il y avait des trucs de Koibiko, tout ça là. Ah. De Bill Clinton quand il chantait avec, je sais pas si. Oui, Rasson. Rasson, des trucs comme ça. Et il y a un son aussi qui m'a marqué pendant que je dansais à la reprise, c'était un soir j'ai demandé à ma femme. C'était un Atalakou de Bill Clinton, comme ça, qui était chaud. Mais la musique congolaise a beaucoup influencé la musique ivoirienne. Et après, nous les Ivoiriens, on a développé et on a mis ça dans notre propre sauce et créé, voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes démarqué. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est démarqué. On a beaucoup de sortes de musique maintenant en Côte d'Ivoire. Bah, avant ça, il y avait le Zouglou qui était déjà là. Oui, le Zouglou. Qui est le boss des boss. Et après, le coupé décalé est né avec l'influence de la musique congolaise. Et après ça, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées comme le rap ivoire, les trucs, le Mike Mouna, des trucs comme ça. Mais au début, tu m'as dit, t'as créé ta propre entreprise. Et qu'on te payait chaque fois que tu dansais. Bon, maintenant, comment tu gérais maintenant ton argent? Parce que ici, ce podcast, on aime bien parler d'argent. Ah. Ici, il y a pas de, je peux pas dire devant la caméra. Nous, ici, on parle. Comment tu gérais ton argent à cette époque? Je parle pas d'aujourd'hui, mais à cette époque, parce que tu étais jeune. Bah, qu'est-ce que je faisais? Quand je rentrais les matins, la majorité de ce que je gagnais, je mettais à ma mère. Bien. Pour qu'elle essaye de pouvoir mieux faire les choses, payer l'école de mes frères, tout ça, et ce qu'il restait, bon, je suis encore un gamin, j'ai pas besoin d'une grosse somme d'argent, tout ça, mais j'avais besoin aussi d'un peu d'argent pour aller me relooker un peu, acheter des vêtements, puis c'est toujours bien présentable, pour aller continuer à danser dans mon entreprise. Mais avant, elle te frappait quand tu dansais. Ben oui. Donc maintenant que tu ramenais l'argent, elle te frappait encore ou? Non, après ça commençait à changer. Après, tu sais, une fois que, tu sais, en Afrique, le but, c'est de réussir. Voilà. C'est de réussir. Et réussir, il y a beaucoup de manières de réussir, tu vois. Si tu vas pas à l'école, bon, l'école c'était la base. Faut réussir à l'école. Oui. Mais, moi, j'ai toujours dit, ça ne garantit pas. Exactement. Moi, j'ai toujours dit, moi, en classe, quand je partais à l'école, quand je fuyais, mes potes disaient, ah, toi, t'es nul, tu vaux rien, tout ça, des trucs comme ça. Je dis, le but, c'est pas ça. Moi, je vais avoir beaucoup d'argent que vous, là, vous tous, là. Vous tous, déjà. Et je vais être star que vous tous. Donc, mettez ça bien dans la tête, hein. Et on va voir qu'est-ce que ça va apporter et ça, qu'est-ce que ça va, on va se voir plus tard. On va parler de ça. Mais, à t'entendre, qu'est-ce que ta mère représente pour toi? Je sais que tu tiens beaucoup à ta mère. Ma mère, c'est mon Dieu sur terre, comme on dit. Amen. C'est mon tout, c'est grâce à elle que j'ai une bonne éducation, j'ai grandi dans de bonnes conditions aussi.
Parce que elle a tout fait pour que vraiment je sois un enfant qui traîne pas dans les conneries, quoi, comme on le dit, pour que je grandisse vraiment en tant que genre un enfant présentable, quoi, tu vois. Donc pour moi, ma mère c'est quelque chose de grand. Je sais pas comment le décrire. Je sens l'émotion. Je sais pas comment le décrire, mais ma mère c'est mon tout, c'est mon tout. C'est mon tour, ma mère, et elle s'est beaucoup battue pour moi, et jusqu'à présent, lorsque je la vois, à chaque fois que je la vois, je suis vraiment ému, je suis vraiment content de toujours, voir ma mère, et voilà, quoi. Bon, je vais fermer cette case parce que j'ai pas envie que tu pleures. Bon, en Afrique, nous avons vraiment un complexe quand il s'agit d'aller en Europe. Ouais. Est-ce que pendant certains voyages, les administrateurs de tes anciens groupes ont pu te demander des garanties avant de te donner le visa quand vous allez faire des prestations ailleurs? Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de conditions? Non, j'ai jamais eu non, j'ai jamais eu ce genre de problème-là avec les personnes qui nous faisaient voyager. Non, j'ai jamais eu ce problème-là. Parce que la tête, c'était l'artiste. Mhm. Une fois que l'artiste il est devant, et si il demande à ce que ses danseurs viennent avec lui, je pense que la garantie, c'est déjà l'artiste. Oui, mais... Et l'artiste, il a juste à nous dire, les gars, bon, oui, on fait le spectacle, on finit, on revient. Oui, mais moi, j'ai pu entendre des histoires chez nous, au Congo. Des fois, les patrons, ils demandaient aux artistes de donner des garanties pour les emmener en Europe. Chez nous, personnellement, chez nous, ça se passe pas comme ça. Okay. Ça se passe pas comme ça parce que, tu vois, tout se passe autour de la confiance, tu vois. Si t'as confiance à tes gars avec qui tu travailles, y a pas de souci, tu vois. C'est tranquille. Il a juste à te dire, ah, mon gars, bon, on va bosser, on finit, on vient. Si t'as de mauvaise foi, si t'as envie de rester là-bas, ça te regarde, tu vois. Mais, on va travailler parce qu'il faut te dire qu'il y a plusieurs voyages encore qui vont arriver. Donc, t'as pas besoin de garantie, tu donnes ton passeport, tu rentres à l'ambassade, tu prends ton visa, le lendemain, t'as ton billet, alors, c'est parti pour la tournée. Mais c'est quoi le problème majeur, alors, de l'industrie musicale en Afrique? Le plus grand problème pour toi, c'est quoi? Sincèrement, il y a plusieurs grands problèmes. Donne-nous un ou deux exemples. Moi, si je prends dans notre sens, nous les danseurs, c'est que, en fait, les danseurs, l'artiste, c'est l'artiste, lui, c'est la star. Mais, il oublie que derrière, ce sont ces personnes qui supportent l'artiste pour que ça fasse comment on appelle ça, pour que ça donne encore plus de valeur, et ça donne encore plus de pouvoir à l'artiste. Tu vois. Autant comme on dansait avec DJ Arafat c'était la star. Oui. Mais derrière, il y avait les deux là qui étaient ordinateurs, le Bébé Sans Os. Okay. C'était comme si c'était un groupe, tu vois. Mais il y avait Arafat qui est la star, qui avait ses fans. Il y avait Bébé Sans Os et Ordinateur qui avaient ses fans, et qui avaient les fans plutôt. Okay. Donc, ces personnes-là, si ils ne sont pas bien énumérés, okay, c'est pas, en fait, ça démotive. Exactement. La balance, elle est pas... Ça bascule. Okay. Tu comprends? Ça bascule. Si ces danseurs-là, si tu les payes pas bien, si tu les mets pas dans comment on appelle ça, dans une bonne position, demain, ne sois pas étonné qu'ils partent. Tu comprends? Donc, ça veut dire, en fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que les artistes africains ont tendance à minimiser les danseurs. Les danseuses. Les danseurs et les danseuses. Et ça, c'est... Même les gens qui jouent aux instruments. Et ça, c'est pas bon du tout. Okay. Parce que c'est ces personnes-là qui te... En fait, ils t'aident à ce que ils contribuent à... Voilà, ils contribuent à ton développement. Exactement, à ton développement.
ils contribuent assez. Parce que ils le font avec amour. Ils le font vraiment. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Ok. Mais à vous, les artistes qui êtes les superstars, vous êtes les têtes, c'est à vous maintenant de bien rémunérer ces personnes-là qui sont là, qui travaillent pour vous. Moi, à 1h du matin, mon gars, dès qu'il fait ça, je me lave même pas, je suis déjà debout. Mais pour aller attaquer directement, tu vois. est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec DJ Arafat? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Je te laisse. On s'est rencontrés plusieurs fois, je le voyais. Ok. Et on s'est rencontrés à Makori, dans un bar. J'étais là parce que j'habitais à Makori, donc j'allais tout le temps dans ce bar-là. Et un jour, il est arrivé là-bas. On s'est vu, son manager est venu vers moi. Et il m'a dit... Quel manager? Là, il s'appelle Youyou Trois Rouges. Youyou Trois Rouges? Ouais. Ok. Donc, en fait, c'est là que tout est parti. Parce qu'il est venu vers moi, il m'a dit, ah, ça donc, c'est qui a dragué l'autre? Parce que bien avant ça, lorsqu'il venait dans ma commune où j'habitais, il venait à chaque fois, il y avait des battles là-bas, entre moi et son danseur. Et quand il voyait que j'étais avancé pour le danseur, lui, maintenant, l'artiste, comme c'est la star, donc il s'est mêlé. Et quand il fait 2-3 petits mouvements, bam, la foule explose, tu vois. Et après, ça a suivi peut-être 2 semaines, 3 semaines après. C'est là que son manager m'a vu dans le bar où ils étaient tous. Et il m'a dit, ouais, mon petit, c'est comment ça va? Ah, c'est comment, est-ce que t'as pas envie de venir danser avec nous, tout ça? Il faut que tu viennes, hein, tout ça. Il dit, ah, ouais. Il dit, si. Il dit, ah, on verra, pas de souci. Donne-moi 10 000 là-bas, là. Je lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit ça. Donne-moi 10 000 là-bas. Il m'a passé les 10 balles. Et je suis rentré dans le bar, j'ai pris ma bière, je suis en train de boire, tout ça, des trucs comme ça. Parce que le danseur d'Arafat en question, c'était un pote à moi, on a grandi dans le même quartier. Donc, c'est comme ça. Le lendemain, je suis parti voir mon pote et je suis resté là-bas en même temps. Mais est-ce que tu as une anecdote de DJ Arafat, vraiment le truc qui t'a vraiment marqué? Il y a tellement, bon, c'était un jour, on devait voyager. Je sens déjà. Un jour, on devait voyager. Okay. On devait aller dans un pays, je pense que c'était au Tchad ou un truc comme ça. Et en fait, dès le matin, c'est comme s'il sentait le truc, il voulait pas voyager en fait. Dès le matin, on a commencé à le chercher. Son téléphone était éteint. Pourtant, on doit voyager. Son téléphone, il est éteint. Donc, on l'appelle, on le cherche. Donc, partout où il dormait, parce qu'il n'aimait pas dormir à la maison, il aime dormir à la résidence, c'est ça le truc. Donc, on part ici, on part là, on part, il est pas là. On l'appelle sur son téléphone, ça passe pas. Donc, on a dit, ok, c'est qu'on va faire. Donc, on va le dévancer, on va à l'aéroport. Moi, bébé sans os et le manager. On arrive à l'aéroport. Donc, on arrive à l'aéroport, on finit s'enregistrer, on a nos boarding pass en main. Mais l'artiste n'est pas là. On continue à l'appeler. On l'appelle, il répond pas. Oh. Donc, à 1h du vol, on appelle la servante à la maison. Alors oui, mon patron vient d'arriver. Je donne le téléphone là-bas. Il prend le téléphone. Ouais, à quoi? Le manager dit, mais tu sais qu'on a un avion tout à l'heure? Il dit, ouais. Il arrive là. Ah, putain, on a le vol dans 1 heure de temps. On habite à peut-être 45 minutes comme ça de l'aéroport. Je t'imagine. Mon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son mécanicien, ok, prends la voiture, prends ma valise, va à l'aéroport avec. Donc, il ne monte même pas dans la voiture. Hein. Et il vient comment? Donc, il prend la moto. Ah. Il prend la moto. Bon. 15 minutes, il arrive à l'aéroport. Dès qu'il arrive à l'aéroport, il enlève son casque.
Mon gars, toi, tu es arrivé en retard. Mm. C'est nous qui devions te bouder. Mm. Mais le gars, il arrive, il est fâché contre nous. Oh. Il est fâché contre nous, c'est incroyable. Je le regarde comme ça, je rigole. C'est incroyable. Eh, je rigole. Donc, il mâche. On dit, ah, ils vont fermer le vol bientôt. Je dis, hey, c'est la tisse, calmez-vous. Il ne faut pas fermer l'avion. Il arrive maintenant. Ah, tu dis, Arafat, oh, salut les gars, c'est bon. Donc, il arrive maintenant devant la bonne. Il donne son passeport. Il fait le check-in. Il lui donne son boarding pass. La valise n'est pas encore arrivée. On doit fermer le vol. Donc maintenant, il va voir le chef d'escale maintenant. Il dit, oh mon gars, c'est comment? Ouais, je peux te parler. Et, s'il te plaît, essaie de faire quelque chose pour moi, parce que là, ma valise n'est pas là. Si je veux pas le voyage, c'est pas bon. C'est pas bien. Donc, mais là, il y avait un problème. Parce que, en fait, le mec, en fait, il a peur de l'avion. Arafat, il a peur de l'avion. Ouais. Même moi, j'ai peur de l'avion aussi. Voilà. Donc, en fait, il aime pas quand il y a des escales. Il préfère le vol direct. Comme ça, il décolle, il arrive. Ok. Donc, on lui a pas dit qu'il y avait... Mais oui, on lui a pas dit qu'il y avait des escales, tout ça, des trucs comme ça. Ah, mon Dieu. Donc, déjà qu'il est déjà énervé, il est arrivé. Dès qu'il finit de discuter avec le chef d'escale. Nous, on a déjà dit au chef d'escale, ne lui dis pas qu'il y a, comment on appelle ça? Et il y a des escales. Des escales. Donc, il a fini de parler. Ils ont retardé un peu le vol, fait 10 minutes. Donc, la valise est arrivée, bam, on a pris la valise. On monte dans l'avion. Donc, on est dans l'avion maintenant. Bah, il attache la ceinture, on est là. Donc, moi, le manager se regarde. Et là, maintenant, le pilote, il parle. Ah, dames et messieurs, voilà, bienvenue à bord, tout ça, blablabla. Le vol va durer de telle heure à telle heure et on a des escales. Qu'il a tenu ça comme ça, il s'est levé. C'est qu'il s'est levé, puis il a tourné en même temps comme ça. Il s'est levé, puis il s'est tourné en même temps, nous a regardé. Il a serré son visage, mon frère. Il s'est tourné comme ça. Ah, mon Dieu. Il dit, avec le dia fermé, tu n'as pas descendu. Ah, là, c'est trop tard. C'est trop tard, mon gars. On est descendu on a fait escale à Accra, non, à Lomé. Mon gars. Non, c'était Accra, après Accra, Lomé, puis Lomé, aller au Tchad, même. Il voulait pas descendre. Mon gars, la pluie qu'il avait était déjà fermée. Mais là, maintenant, quand on arrive maintenant à l'escale, première escale maintenant, bam! On arrive au truc, comment on appelle ça, on arrive directement à Accra. Mon gars, le gars a débarqué, il est sorti de l'avion. Ah oui, il est sorti de l'avion, il est reparti à Abidjan. Il nous appelle. Ouais, c'est ce que vous avez fait là. Vous allez regretter ça. Moi, je rentre à Abidjan. C'est quoi ça? Vous êtes qui le peur de l'avion? Vous me faites faire des escales comme ça. Vous êtes fous ou bien? Mon Dieu. Vous êtes fous. Moi, je rentre à Abidjan. Conseil là, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Mon gars, on était choqués. Donc, on est parti au Tchad. Il est rentré à Abidjan. Ils ont trouvé un vol pour lui le lendemain matin qui était direct pour aller au Tchad. C'est comme ça qu'il a pris l'avion le matin. Et il est venu nous rejoindre là-bas. Il était fâché. Ça, c'était tellement marrant. Ça faisait trop. Moi, je rigolais seulement. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Là, son âme. C'était vraiment. C'était un gaspillage. J'imagine. Mais est-ce que t'as un truc qui t'a moins fait rire? Une anecdote? Ouais, quand j'essaie de le réconcilier avec Serge Beno, bah, mon gars, lui, voulait pas, hein. Il voulait pas, il était pas chaud. Moi, je suis allé là-bas avec Beno parce que je suis allé avec Beno, je lui ai dit, ah bon, ça sert à rien que vous... Mais toi, t'es même parti danser. Bah oui. Ouais, mon gars, moi, tu veux que je fasse quoi? Moi, je suis allé là-bas. Donc... Et lui, il était pas fâché quand t'es monté sur scène avec Beno? Non, personnellement, il s'est pas fâché, hein. Il s'est pas fâché parce que, tu vois, faut travailler avec la tête, c'est très important, tu vois. Parce qu'on avait un concept, on avait un concept de danse qui venait de sortir. Donc, je suis allé là-bas et pour promouvoir
pour faire la promotion. Exactement. Parce qu'il faut toujours travailler avec la tête, c'est très important. Donc, je suis allé là-bas et je suis monté sur la scène, j'ai dansé. Et après, Benoît a dit, ah oui, le nouveau concept de DJ Arafat qui est sorti, qui s'appelle le Bongbolo. Devant peut-être 5000 personnes, 6000 personnes. Ils ont vu ce qui allait sortir. Et après, le son, il est sorti. Bam, ça a explosé. Et donc, quand je suis arrivé à la maison, il a dit, ah, quand tu es parti au concert, tout ça, des trucs comme ça. Je dis, ouais. Je dis, ça sert à rien que vous emmerdez, tout ça. Continuez à faire la musique pour ceux qui vous aiment et ceux qui vous soutiennent. Donc, voilà pourquoi moi je suis parti essayer de faire une d'essayer de vous réconcilier. Si tu n'es pas d'accord, moi je peux pas faire grande chose. Donc, il a dit, ah ouais, ok, on va voir ça. Il a dit, ah, ok. Comment t'as été au courant pour sa mort? Ah, j'étais à la maison. Où? Ici ou Non, j'étais ici. J'étais ici. En fait, d'abord, je pense que j'étais où? J'étais en boîte. J'étais en boîte. Et le DJ a annoncé que Arafat a fait un accident. Donc, il a dit que Arafat a fait un accident. Dans ma tête, j'ai dit, ah, il a l'habitude, c'est rien. Il fait ça tout le temps, donc c'est pas un problème. C'est quelques blessures après, ça va aller, quoi. Tu vois. Donc, moi, je suis rentré de boîte. Je dormais. Je me réveille, je vois des messages, tout ça, des trucs comme ça. Donc, on me dit, ouais, qu'Arafat va pas bien, qu'il est dans le coma, blablabla, c'est rentré. Je dis, oh, c'est n'importe quoi, tout ça, laissez ça. Le gars, il a rien, tout ça, des trucs comme ça, tu vois. Donc maintenant, j'essaye maintenant de me rassurer maintenant, donc j'appelle ceux qui sont proches de lui. Donc j'appelle ici, ça sonne, on répond pas. J'appelle ici, ça sonne, on répond pas. J'appelle. Je dis, ah, c'est bizarre. Bon, je vais patienter encore. J'appelle là-bas, j'appelle encore, j'appelle. Donc il y a une personne qui m'a appelé pour me dire, ah, là c'est pas bon. Là c'est pas bon, c'est, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est gâté. Je dis, ah, il se passe quoi? Je dis, ah, le gars est parti. Je dis, ah ouais. Je dis, c'est faux. Une personne. Après, j'ai appelé encore. Deuxième personne. Il m'a confirmé. c'est gâté? Troisième personne. C'est confirmé. Donc, malgré que les gens te confirmaient, tu voulais pas accepter. Ouais. Mais c'est à quel moment que tu as accepté? C'est quand notre manager m'a dit, là que j'ai dit, ah, c'est fini. Hein? Et je me disais toujours que Même moi, j'y croyais c'est pas. un film, tu vois. Parce que moi, je suis parti le jour des funérailles au stade. Et ici, c'est faux. Qu'il est caché. Que le jour parce qu'il a toujours voulu faire un concert au stade. Et pour moi, je me suis dit, ah, c'est faux, il est caché. Que il attend que tout le monde soit au stade pour sortir. On commence à mettre le show. Ouais, mais là, il y avait trop d'invités. Il y avait les Kofi Olomide, il y avait les Davido, il y avait beaucoup d'artistes. Mais mon gars, lui, il peut t'envoyer n'importe qui. Les gens sont arrivés, tout ça là, et on voit que t'es en vie. Mais ça va rien changer, mon frère. Ah oui, mais ça allait être un truc de fou. Bah oui, c'est sa nature. Il est fort dans ce genre de scénario. C'est quelqu'un qui est très fort dans ce genre de choses. Il peut te ramener même Obama, c'est pas un problème. Tu ramènes Obama, il te fait un truc avec le direct après, le gars il est choqué. Donc voilà, c'est là j'ai attendu toute la nuit jusqu'au petit matin. Je vois il se ramène pas, je dis c'est que c'est vraiment fini. Et je suis rentré à la maison. Bon, on va fermer cette parenthèse. Moi, je te connais depuis quelques années.
chaque fois que je croisais des artistes ou des gens du milieu, je les croisais toujours avec des femmes, beaucoup de femmes. Mais je peux jurer que je ne t'ai jamais croisé avec une autre femme. Si ce n'est pas ta femme, je ne t'ai jamais vu avec une autre femme. Parce qu'on dit souvent que vous les artistes, les danseurs, vous êtes des bandits. Comment est-ce que tu fais pour être aussi droit dans ta vie? Euh, Comme j'ai dit, j'essaie de, je me suis transformé en fait. Parce que avant c'était pas le cas. Avant j'étais un peu éparpillé tout ça. Mais depuis que je suis tombé sur ma femme, il m'a beaucoup aidé à me canaliser. Tu vois. Donc et moi aussi j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup parce que c'est elle, c'est une femme comme ça, j'ai toujours rêvé d'avoir. Et quand tu rêves d'avoir ce genre de femme qui te soutient dans tout ce que tu fais, tu essaies vraiment de faire les choses bien, comme on le dit. De rester droit, de toujours la respecter, de la valoriser, tu comprends? Donc, de mon côté, j'ai travaillé, j'ai essayé de pas faire de pas faire du n'importe quoi, de t'éparpiller comme avant. Donc, voilà, c'est grâce à elle aussi, hein, si je suis comme ça aujourd'hui. C'est grâce à elle parce que quand je la vois, tout le sacrifice qu'elle fait pour moi, c'est normal qu'elle mérite que je sois quelqu'un de bien avec elle. Mais si elle te voit là actuellement, qu'est-ce que tu peux lui dire et qu'est-ce que tu aimerais lui, bon, à elle et à ton fils bien sûr. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais lui dire, que je les aime de tout mon cœur, que c'est eux qui me donnent la motivation, bien sûr, avec ma mère, de toujours me lever et d'aller chercher le pain quotidien et qui sont tout pour moi. Et je remercie encore le Seigneur d'avoir mis cette femme-là sur mon chemin. Parce que vraiment, je suis un homme vraiment, tu vois, un peu, donc voilà. Grâce à elle aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je tiens à lui dire merci encore de faire partie de ma vie, que je les aime, elle et mon fils, et que Dieu continue avec eux. Bon, mon gars, est-ce que tu as un sujet à proposer? C'est toi, mais c'est toi c'est grâce à toi, en fait. Bon, comme ici on parle d'argent, et moi j'aime bien l'argent. Là, tu t'es réveillé à un moment, j'ai cru que tu allais pleurer. Vas-y, mon gars. Comme ici on parle d'argent, et moi Oui, j'aime bien de l'argent. Voilà. J'ai vu, en fait, que parce que là c'est l'avenir, hein. On commence à rentrer dans une phase où on ne verra plus les billets. Oui. Les cartes magnétiques, les trucs en ligne, tout ça. Déjà, on vend moins de billets déjà. Exactement. Donc, j'ai vu, tu as attiré mon attention sur un truc de crypto-monnaie, des trucs comme ça. Ok. Donc, voilà, je pense que, en fait, il faut que tu m'en parles un peu de ça, en fait, parce que je suis intéressé. Tu sais que nous tous, aujourd'hui, on drague, c'est virtuel. Bientôt, on va commencer à manger virtuel. L'argent aussi, virtuel. Ouais. Tu sais que moi, je ne paye même plus, j'ai même plus besoin de ma carte bleue pour payer en physique. Je l'utilise avec Apple Pay, oui, ouais. Tu vois. Donc, l'argent aussi, ça va devenir virtuel. Donc, le moment, c'est maintenant d'essayer d'acheter des crypto-monnaies parce que la valeur, elle augmente. Les crypto-monnaies, c'est... De toute façon, je vais te dire en privé parce que je veux pas me faire passer pour quelqu'un qui donne des conseils aux gens parce que moi, je ne fais pas de formation, je fais pas des trucs de coaching. D'accord. Je suis focus sur mon podcast parce que c'est une thérapie pour moi de discuter avec des gens. Genre, ouais.
ça m'aide à évoluer. Par exemple, aujourd'hui, tu m'as appris un truc. Tu vois, comment tu as parlé de ta femme, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force pour le faire moi aussi. Ouais. Donc, chaque personne que je rencontre me marque. Et t'apprends quelque chose de la vie. Et m'apprend quelque chose. Donc, de toute façon, on va bien parler en privé, mais il faut acheter des crypto-monnaies, les gars. Ok. C'est un conseil gratuit. D'accord, y a pas de souci. Bon, mon gars. Ouais. Aujourd'hui, tu as fui Abidjan. Maintenant, depuis 2016, moi, je connais même l'année que tu arrives en France. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi ton gagne-pain? Mon gagne-pain, je fais un peu de tout parce que je donne des cours de danse un peu partout à l'international. Et je travaille aussi avec des compagnies de danse qui sont dans le théâtre. Ok. Parfois. Donc tu fais de la comédie musicale? Exactement. Parfois je suis acteur. Ouais. Moi je connais tes talents, mais c'est pour les autres. Ouais, parce qu'en fait c'est un truc que je montre pas beaucoup en fait. Parce que les gens me connaissent en tant qu'ordinateur, danseur. Bah, derrière mon vrai travail en bas, bon, la danse c'est mon métier, mais en bas j'ai le truc de la comédie musicale que je fais un peu partout, en Allemagne, en Suisse, un peu partout. Donc voilà, c'est ça mon vrai gagne-pain, c'est ça mon travail. Mon gars, mais moi je vois que t'as beaucoup d'abonnés, hein. Il faut qu'on travaille dessus parce que laisse les abonnés, cherchons l'argent. Mais les abonnés là ils peuvent payer. Bon okay. Mon gars, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Souhaite-moi beaucoup de santé. Je te le souhaite. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Longue vie. Longue vie et puis beaucoup de contrats et... Les contrats, ça va venir. Exactement. Et surtout beaucoup de monétisation sur tes comptes. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Ok mon gars. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Tu t'es vraiment déplacé pour venir. On devait faire hier. Non, là, tu es allé sur une autre adresse. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup, mon gars. Merci à toi, mon gars. Ensemble, comme jamais. Ok. Allez, merci encore. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon courage. Allez, bye. Africa.